Tous, je suis heureux d'ouvrir cette rencontre qui est placée sous la présidence de Gilbert Stimflin de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Nous avons 11 chefs d'entreprise, dont 6 sont en visio. Nous avons aussi 2 députés européens, Christophe Grudler et Anne Sander, qui vont prendre la parole tout à l'heure au fur et à mesure. Nous avons 90 minutes, ce qui nous oblige à être très draconien dans les temps de parole. Je dois faire une annonce tout de suite technique. La caméra se branche à partir du moment où vous avez appuyé sur le micro, le bouton rouge. Donc, quand vous avez terminé, pour qu'il n'y ait pas de pollution sonore et d'interférence, eh bien, coupez le micro, mais je pense que vous y êtes habitués. Cette réunion a mission de documenter le travail des chambres de commerce et d'industrie avant la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Et je vais m'arrêter là et donner la parole tout de suite au président Gilbert Stimflin, qui est donc président de la Chambre de commerce régionale, mais également coprésident de la commission PME Europe au sein d'Eurochambre à Bruxelles. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Merci à tous d'être là. Notamment, Jean Rotner va nous rejoindre d'ici 5-10 minutes. Donc, entre-temps, il était prévu que lui fasse l'introduction. Je vais faire l'introduction, la mienne d'abord, et lui fera la sienne après. En tout cas, je voulais le remercier également lui-même personnellement aujourd'hui avec nous, malgré son agenda qui est vraiment très pris actuellement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'une expression des entreprises. À ce sujet-là, naturellement, nous avons réuni ici 9 entreprises qui sont en présentiel avec nous. Je tiens à les remercier personnellement d'avoir fait le chemin pour venir jusqu'à Strasbourg. Hein. Nous avons d'autres entreprises qui sont en vidéo derrière ça. Et nous avons avec nous nos présidents de chambre de commerce du Grand Est, qui sont aujourd'hui pour 3 ou 4 présents avec nous ici, et les autres en visio également derrière ça. Je remercie profondément nos 2 députés qui sont l'un à côté de l'autre, à côté de moi, dont notamment Anne Sanders, que tout le monde connaît, et dont le trajet avec nous, CCI France notamment, était j'allais dire, c'est presque du quotidien, et était une personne vraiment à l'écoute de nos entreprises, de notre demande. Et Christophe Grudler, que je ne connaissais pas encore, mais ta réputation t'a précédé, donc qui est avec nous aujourd'hui à cette petite conférence. Alors, cette conférence se fait sur de la présidence européenne de l'UE en 2022, mais pas seulement. Derrière ça, il y a beaucoup de choses qui se déclinent et des changements très profonds qui vont se réaliser. Notamment, il y a une question qu'on se pose. La Commission compte reposer sur 4 écosystèmes ciblés. Comment intégrer ces écosystèmes au niveau régional? Quelle en sera la gouvernance? Et surtout, quel rôle pour les CCI dans cette gouvernance? Et naturellement, les entreprises derrière ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons eu ensemble un call avec Clément Beaune, qui a été très, très constructif et très, très punchy. Hein. On a même reparlé, comme je le disais tout à l'heure à Christophe, de ce Small Business Act dont moi je rêve depuis 20 ans, hein, qui est là vraiment pour performer nos PME. Et dans toute cette réflexion-là, naturellement, c'est la dimension PME que nous mettrons aujourd'hui en avant. Et pour ça, nous avons besoin de vous. D'ailleurs, sans tarder, tout à l'heure, je vais vous passer la parole. Nous avons besoin de vous, entreprises, que ce soit du positif ou du négatif ou des améliorations, surtout que nous pourrions proposer sur un livre blanc par la suite à notre président de la République, mais aussi qui nous servira d'aller avec nos 2 députés qui sont ici présents plus loin et plus sûrement, je dirais, sur quelque chose de plus sûr sur notre avenir européen ensemble. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je précise aussi que nous avons, j'allais dire, en auditeur libre, un nombre plus complémentaire des chambres de commerce du Grand Est et qui peuvent intervenir, mais simplement par chat, sous forme écrite sur le petit module qui est à disposition, mais n'ont pas vocation à prendre la parole. Nous
tiendrons néanmoins compte, évidemment, de leurs remarques au fur et à mesure des travaux des chambres consulaires quand on fera le compte-rendu. Je précise aussi que cette réunion est enregistrée. Je pense que c'est un document de travail important auquel se référer. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à l'un de mes voisins qui est présent ici au Conseil régional, Alain Herman, qui est le président de Clemcy Motors et directeur régional Grand Est de Clemcy. Bon, Clemcy, tout le monde le connaît, c'est une des plus vieilles entreprises en Alsace et je signale simplement qu'elle emploie plus de 1200 personnes à Mulhouse et qu'elle a intégré le groupe Eiffage en 2008. Monsieur Herman. Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'ACC et son président Gilbert Stimpflin et merci à Madame la députée Anne Sander. Elle vient de mon village, donc on se rencontre de temps en temps. La vente de nous. Voilà. Monsieur le député Christophe Grudler de nous donner l'occasion de nous exprimer, et puis concernant nos attentes face à l'Union européenne et la future présidence française. Donc, j'ai défini d'aborder un point qui est la transition digitale, parmi d'autres points, qui est la relocalisation industrielle, qui pour nous les entreprises est un point important aussi. On peut parler aussi de la transition écologique, les relations transfrontalières, mais bon, tout ça, ça ferait beaucoup, donc je me suis un peu concentré sur la transition digitale. Donc, question est comment on peut lutter contre l'hégémonie des GAFA et des hébergements des serveurs américains. C'est un problème qu'on a aujourd'hui. Est-ce une utopie, même si la gouvernance américaine va certainement essayer de réduire ces monopoles, mais ce n'est que pour créer des concurrents américains et surtout pas européens? Question aussi qu'on peut se poser. On évoque souvent des champions français du digital, malheureusement qui travaillent tous dans la Silicon Valley, quand on écoute. C'est exactement le même sujet qu'on rencontre aujourd'hui par rapport à toute la pharmacie, l'industrie pharmaceutique. Et comment demain les relocaliser, sachant qu'il faut un tel niveau de bien-être pour les ramener ici en Europe, de rémunération, un peu limiter les lourdeurs administratives, parce que ça c'est aussi un gros frein des entreprises dans tout ce qu'on voit de la relocalisation, des rémunérations aussi, parce que c'est très compliqué de votre salaire qui est pratique dans ces pays-là pour les faire revenir ici et les faire accepter en Europe nos contraintes. Ensuite, il y a le problème des réseaux aussi, des infrastructures de réseau qui ne sont pas encore très performantes par rapport à ces pays-là, des infrastructures informatiques. Tout ça en France, aujourd'hui, il y a des gros pour réattirer ces entreprises chez nous. Et alors, le point au niveau de l'Europe, et de toute façon, la solidarité européenne pourrait à nouveau être vaine, car tous les pays aimeraient accueillir ces recherches et développements en Europe, ces innovations qu'on crée, et la concurrence interne de l'Union européenne est vive. Alors, c'est la question qu'on pose, est-ce qu'il y aura un plan européen par rapport à ces sujets-là pour essayer de ramener ces entreprises un peu vers la France de nouveau, on entend tous, il y en a plein qui ont élaboré ou qui ont créé des systèmes, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on les rencontre, même quelques Alsaciens ou Alsaciennes qui sont dans la Silicon Valley aujourd'hui, qui ont créé leurs entreprises là-bas, qui ne sont pas restés chez nous. Et je pense que là, c'est un manque qu'on a et une grosse question qu'on peut se poser, comment on peut ramener ces entreprises de nouveau chez nous en France et qui pourraient créer de la valeur ajoutée par rapport à notre territoire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Herman. Alors, je ne vois pas encore Monsieur Rotner. Pas encore connecté, j'ai l'impression. Bon, donc on va sans tarder donner la parole maintenant par visio au président d'Artémise, Monsieur Bailly, Jean-Marie Bailly. Artémise est une PME de 25 salariés dans l'Aube, dans la commune de Vulaine, qui est spécialisée dans le recyclage de lampes et autres sources lumineuses contenant du mercure. Monsieur Bailly, si vous voulez prendre la parole. Il faudrait brancher votre micro, je crois qu'il ne l'est pas. Je n'ai pas de retour, Monsieur Bailly. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous résolviez le petit problème technique et je vous reprends un peu plus tard.
Et à ce moment-là, je vais donner la parole à Monsieur Trollio, Didier Trollio, président de CTA, une société de 23 salariés dans la Meuse, à Varennes, le Varennes qui a été fatal à Louis XVI. L'activité de CTA, c'est chaudronnerie, tôlerie, et travaille pour la cosmétique, pour l'aéronautique avec des clients en Europe, en Amérique et en Asie. Monsieur Trollio, si vous voulez bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc le sujet que je vais aborder, moi, c'est plus le sujet du plan de relance. C'est un super sujet hyper intéressant avec des montants qui sont extrêmement conséquents, mais qui portent à des interrogations concernant la volonté globale de l'Europe par rapport à nos concurrents qui sont la Chine et les Américains. Lorsque on voit un plan de relance américain qui est à 1900 milliards, un chiffre qui est bien supérieur, qui est de l'ordre de 10% du PIB. Les Chinois sont de l'ordre de 6% avec 775 milliards. Nous sommes à 750 milliards avec un ratio qui est de 4,6% à peu près de notre PIB. Ce différentiel-là est énorme parce qu'on parle de 1000 milliards à peu près de différentiel et ce 1000 milliards aura obligatoirement des conséquences parce que ces 1000 milliards, c'est 1000 milliards en moins dans les échanges de biens, c'est donc moins d'investissement indirectement, c'est moins de travail pour les différentes entreprises et donc c'est un décalage de concurrence indirecte et donc indirectement moins d'emplois chez nous parce que nous sommes dans un stade où notre Europe se construit. On a tous la volonté que l'Europe demain soit l'une des premières puissances mondiales, ou tout du moins on l'espère, et qu'on assume cette volonté de devenir la première puissance mondiale. On a tous les ingrédients pour pouvoir le faire. Il s'avère qu'il faut qu'on se donne aussi les moyens de pouvoir le faire. Et lorsque on est dans un monde qui est extrêmement concurrentiel, on est dans l'action et la réaction. Et lorsqu'il y a autant d'écarts sur un plan de relance, il y a nécessité de s'interroger et de se dire où est-ce qu'on va se positionner, est-ce qu'on va subir, est-ce qu'on va laisser passer le train ou est-ce qu'on va réagir et faire en sorte que demain, on soit les champions et les leaders. Donc il y a cette interrogation d'un point de vue européen, mais avec le rêve que demain l'Europe soit première puissance mondiale. Il y a également le plan d'investissement français qui est de l'ordre de 40 milliards, avec les premières mesures qui ont été mises en place avec le dossier ASP avec le décret d'octobre 2020, où il y a une aide qui peut aller jusqu'à 40% au niveau des PME sur les investissements. Il s'avère que cette aide, le projet est hyper intéressant, mais il peut être aussi un frein à l'investissement, la lourdeur de l'administration et le temps. Je suis dur dans mes mots, mais c'est un peu volontaire parce que nous le subissons. Nous avons, je vais juste faire une aparté très rapide, nous avons 2 clients qui ont déposé des dossiers au mois de novembre et au mois de décembre, qui à ce mai n'ont toujours pas de réponse de l'ASP. Ça correspond à 15% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je serais d'avoir ces 15% fermes en commande plutôt que d'aller chercher 15% ailleurs parce que tant qu'il n'y a pas cette réponse de l'ASP, il n'y a pas de possibilité pour ces clients, ces prospects, de signer leur commande. Donc cette lourdeur, ce sont des freins extrêmement forts. Donc l'idée, elle est très noble, elle est très bonne d'injecter, d'aider nos entreprises à réinvestir et de rentrer dans ce plan de relance, mais il faut que ça se traduise par une simplification du process de réalisation. On a besoin, actuellement, on est dans une crise, je ne vais pas le rappeler, et qu'on a besoin d'agilité. Et l'agilité, elle se traduit non seulement par des décisions, mais une application rapide de ces décisions. Il ne faut pas être sur le quai et regarder le train passer. Nous, on a besoin d'action et d'immédiateté dans l'action. Donc, en conclusion, je dirais qu'il nous faut un plan de relance ambitieux à la hauteur de nos concurrents, de maintenir, améliorer notre compétitivité, maintenir nos emplois d'aujourd'hui et créer nos emplois de demain et avoir la volonté de tout mettre en œuvre pour que l'Europe puisse un jour devenir la première puissance mondiale.
Merci, Monsieur Trollio. Vous avez dit que vous alliez être dur, mais vous n'avez pas hésité. J'ai vu beaucoup de gens qui opinaient et hochaient la tête en approbation de ce que vous disiez. Donc, je pense que vous avez visé juste. Alors, j'ai vu que Christophe Grudler voudrait juste répondre sur un point que vous avez évoqué. Christophe? Oui, je vais faire l'effort d'être le plus synthétique possible parce qu'il y a plein de choses à dire, évidemment. Le plan de relance français, c'est 100 milliards d'euros. Et sur les 100 milliards d'euros du plan de relance français, il y a 40 milliards de fonds européens. Et ces 40 milliards ne coûtent pas un centime aux contribuables français. Je crois que c'est important de le dire. Souvent, on dit voilà, l'argent qu'on reçoit, c'est l'argent que la France a donné. Non, c'est 40 milliards d'euros d'argent qui vient dans l'économie française. Et effectivement, le plan européen, c'est 750 milliards. C'est un premier début. Et quand vous mettez ça au bout du budget européen normal, on est à 1800 milliards, en fait. Donc c'est un début, mais c'est déjà un progrès énorme. Pour la première fois, les pays de l'Union européenne ont dit OK, on fait de la dette commune. On va aller emprunter de l'argent sur les marchés pour soutenir notre industrie et notre économie. Évidemment, il faut accorder les 27. Donc, ce qui fait que des fois, c'est un petit peu long. Et c'est beaucoup trop long, à mon sens. Et la complexité administrative est aussi un problème sur lequel on doit pouvoir se battre. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long pour respecter le timing, mais il y a pour vous rassurer donc, cette première volonté d'être présent, que l'argent soit dépensé utilement au profit des entreprises. Et je pense d'ailleurs qu'en France, France Relance fait quand même pas mal d'efforts sur les appels à projets, notamment sur l'aéronautique, parce que vous travaillez un peu pour l'aéronautique, la modernisation de la filière aéronautique, la modernisation de la filière automobile. Il y a des fonds qui sont extrêmement accessibles et assez rapidement. Ça n'empêche pas qu'il y a forcément encore des lacunes, mais il faut travailler à les résoudre. Mais sur l'objectif, on est bien d'accord. Merci, Monsieur Grudler. Je reviens en arrière avec Monsieur Bailly. Oui. Oui, vous m'entendez là ce soir? Attendez, Monsieur Bailly, un instant, je donne la parole d'abord à Madame Sander et ensuite je reviens vers vous. Merci, Monsieur Bailly. Oui, très rapidement pour réagir aussi. Évidemment, on vous rejoint dans vos constats. Sur le budget, c'est effectivement une première étape. Il faut savoir aussi que l'Union européenne est intervenue à travers d'autres financements, mais qui sont moins identifiés, notamment en laissant beaucoup de flexibilité et en permettant de cofinancer. Vous savez, de pas cofinancer justement tous les programmes qu'on a dans les différents pays, sur les différents secteurs, là où généralement il faut beaucoup de cofinancement pour pouvoir les mettre en œuvre. L'Europe, finalement, depuis le début de la crise, a lâché, et ce qui fait que les cofinancements de projets, aujourd'hui, ont changé. Donc, ça permet d'injecter plus d'argent dans l'économie, sans compter toutes les liquidités qui ont été injectées par la BCE et qui font aussi tourner l'économie. Mais je suis d'accord avec vous, on n'en est pas aux 1900 milliards d'euros, ça c'est certain, et je suis la première à le regretter. Sur les lourdeurs que vous citez, moi, je ne prendrai pas l'engagement ici de vous dire que ce sera mieux dans les prochaines années. Moi, je suis élue depuis, c'est mon deuxième mandat. J'ai travaillé avec un élu avant. Ça fait 20 ans qu'on entend ces lourdeurs administratives. Un projet européen, c'est compliqué avant, pendant et après. C'est ce que j'ai retenu de ce que m'ont dit les acteurs de terrain. C'est pas pour autant qu'on se mobilise pas pour essayer de simplifier les choses. Ça, je peux vous l'assurer. Enfin, c'est un combat, mais c'est vrai que aujourd'hui les gens demandent tellement de transparence, tellement de garantie, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis il y a ce que demande l'Europe et ce que demandent les États membres. En France, on a la fâcheuse habitude de surtransposer, de rajouter des couches et de rendre les choses beaucoup plus compliquées. Un dernier point, quand même pour attirer votre attention, parce que nous avons ce plan de relance de 750 milliards d'euros sur la table, c'est très bien, c'est de l'argent qu'on injecte dans l'économie, mais il ne faut pas être naïf, cet argent, il va falloir le rembourser. Et tous les Européens vont contribuer au remboursement. Alors aujourd'hui, tout n'est pas clair. Sur le remboursement, on parle de ressources propres au niveau de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, le budget, c'est toujours les États membres qui donnent toute petite partie et ils se battent pendant des mois et des mois pour mettre le moins possible dans le pot commun au niveau européen. Mais au final, que ce soit des ressources propres ou que ce soit une petite partie du budget des États membres, qui va rembourser?
c'est l'européen, hein, et nous, les Français aussi. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de propositions qui sont sur la table, on les évoquera peut-être, il y a la taxe carbone, etc. Mais il y a d'autres taxes, et moi, là-dessus, je dis attention, soyons prudents. On parle, par exemple, d'une taxe sur les plastiques. Alors, c'est très à la mode aujourd'hui, mais je rappelle quand même qu'il y a des plastiques vertueux. Nous avons, nous, en France, une industrie du plastique qui est très en avance. Donc attention à ne pas se pénaliser nous-mêmes et à ne pas pénaliser des acteurs qui ont fait déjà beaucoup d'efforts par rapport à d'autres ailleurs. Donc très bien le plan de relance, mais attention, il faudra rembourser. Merci Madame Sander. Alors, il me semble avoir aperçu, oui, le président Rotner. Donc, je vais lui donner la parole en tant que président du Conseil régional Grand Est. Jean Rotner, s'il vous plaît. Monsieur Rotner, votre micro, s'il vous plaît. Bon, on ne vous entend pas. Si vous voulez bien, on va donner la parole à Monsieur Bailly. Et quand Monsieur Bailly, de la société Artemis, donc un des leaders du recyclage de lampes LED et lampes au mercure, aura pris la parole, je reviendrai vers Jean Rotner. Monsieur Bailly, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, concernant je vais pas redire tout ce qui a été dit avant. Donc, moi, je suis complètement d'accord sur la complexité, qu'il faut de l'agilité, qu'il faut de la rapidité des actions et dans les décisions. Moi, je dirais en termes de PME, nous avons peu de visibilité sur au niveau économique, au niveau européen. Comment avoir plus de visibilité pour qu'une PME puisse se retrouver dans tous ces on va dire, dans toutes ces procédures qui sont mises en place et que nous, des fois, avec nos petits moyens, on ne comprend pas tout comment pour remplir un dossier. Et surtout, il faudrait prendre à chaque fois un cabinet pour le faire. Et forcément, on n'a pas souvent les moyens de le faire en termes de PME. Ensuite, comment avoir également une visibilité au niveau des formations sur des Master 1, Master 2 qui pourraient être accompagnés au niveau des entreprises. Donc, je sais qu'il existe des choses, mais comment on pourrait améliorer un petit peu donc la mise en place de toutes ces formations? Je parle bien en alternance. Également, on voit peu d'accélérateurs PME dans les par filières. Donc là aussi également, est-ce que là-dessus, on pourrait avoir plus d'informations au niveau de ces accélérateurs PME par filière dans lesquels on pourrait s'intégrer en tant que PME? Ensuite, je viendrai sur un autre axe. On a concouru sur une autre société plusieurs fois sur PME H2020 et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, la France a été peu fléchée sur ses possibilités de subvention sur des dossiers qui sont très difficiles à monter, et sur trois fois, on n'a pas réussi, nous, à passer le cap, alors qu'on était à 0,3 points pour avoir donc la validité. Donc, pour avoir 13 points, on est arrivé à 12,65 et on n'est pas passé. Et à chaque fois, on est arrivé à 12,60, 12,65, 12,80, mais on n'a jamais eu nos 13. Donc, comment on peut, au niveau de la France, être un peu plus fléché, que les subventions puissent être mieux fléchées sur la France? Ensuite, un trou dans la raquette à combler. Quand vous démarrez une société, une start-up, où vous avez donc un accompagnement BPI, mais ensuite, BPI n'interviendra dans l'entreprise qu'au bout de 3 années, 3 bilans. Mais en fait, il n'y a rien entre deux. C'est-à-dire qu'il y a BPI et il n'y a rien d'autre qui peut venir aider l'entreprise dans son développement pendant ces 3 années. Or, on sait qu'une entreprise, son BFR, va aller croissant, et comment abonder dans son BFR pendant ces 3 années pour que cette société puisse se pérenniser. Voilà à peu près ce que j'avais à dire, puisque beaucoup de choses ont été dites avant. Donc, voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bailly. Je refais une tentative vers Jean Rotner et son micro. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, Monsieur le Président, vous pouvez y aller.
Super, merci. Merci, Monsieur Bailly, pour les différents exemples extrêmement concrets que vous venez de citer. Alors, il y a des choses qui existent. Il y a peut-être le sentiment d'avoir des trous dans la raquette et ce genre de rencontres, justement, sont destinées à bien échanger. Je remercie en tout cas Gilbert Stimflin de son invitation. Je suis désolé, je ne suis pas dans les locaux de Strasbourg. Vous connaissez la période, elle m'oblige un petit peu à bouger en ce moment. J'aimerais saluer naturellement mon ami Yann Sander que j'ai entendu intervenir tout à l'heure. Je crois que Christophe Grudler, une vieille connaissance étudiante qui aujourd'hui a fait son chemin et un chemin de qualité est également présent. J'aimerais le saluer. Cette journée, à l'exemple de ce que vient de dire M. Bailly, est extrêmement importante parce qu'elle nous permet d'échanger dans un contexte particulier, un contexte où il faut qu'ensemble nous arrivions à trouver de la sérénité, des perspectives, de l'ambition. Et je crois que l'Europe est effectivement une de ces solutions et les discussions que vous allez pouvoir avoir vont le démontrer. Depuis maintenant un an, on essaie en tout cas au niveau du Conseil régional d'organiser avec vous, avec l'ensemble des organisations entrepreneuriales, avec les consulaires naturellement, on organise la résistance sous forme d'une solidarité, sous forme finalement d'une équipe de France de notre région qui se serre les coudes et qui est en capacité de dépasser les épreuves. Et moi, j'aimerais vraiment remercier celles et ceux qui ont participé de manière régulière à la task force mensuelle, au dialogue social, au groupe de travail permettant d'arriver à construire et à conduire notre propre plan de relance. Aujourd'hui, tout cela est sur les rails. Et c'est vrai qu'on sent parfois des limites, et ça a été exprimé encore une fois, M. Bailly, dans vos questionnements, à la fois par méconnaissance peut-être du système des uns et des autres, par méconnaissance de nos organisations. Vous savez qu'on a une maison de la région à Bruxelles avec des équipes qui sont aujourd'hui renouvelées et dont la mission n'est pas de rester à Bruxelles, mais de venir aussi sur les territoires à la rencontre de celles et ceux qui les composent, les forces vives, les élus, les organisations, mais aussi les entreprises pour justement vous aider, vous faciliter, vous conseiller sur des dossiers de type H2020. Et c'est vrai que autant ils sont difficiles pour vous, autant ils sont compliqués pour nous, collectivités, parfois, pour arriver à vraiment comprendre comment y rentrer et comment cocher les bonnes cases. En tout cas, soyez certains que la région est mobilisée à vos côtés, avec des moyens inédits pour maintenir et développer les entreprises dans le territoire, même si c'est des chiffres qui peuvent paraître démesurés, mais avec l'État, j'ai signé quand même un accord de 4,8 milliards d'euros pour la relance et la reconquête, y compris dans le cadre du contrat de plan État-région, et que nous bénéficions, nous, à l'échelle régionale, de 300 millions de crédits européens, avec des crédits de relance aussi tout à fait spécifiques de type REACT-EU, le FEADER relance, le fonds de transition juste. Tout ça, c'est de l'argent qui est en capacité de venir soutenir vos projets, à côté d'ailleurs parfois de certains financements de l'État. On essaie aussi de s'organiser, d'être plus cohérent et de travailler main dans la main avec l'État. Moi, je suis persuadé que la décentralisation, elle viendra de nous, elle viendra des territoires, elle viendra de nos idées, elle viendra pas forcément des idées de Paris. Et je souhaite en tout cas faire de la région Grand Est le quartier général du retour à la vie normale et de la relance. Et donc, j'ai besoin de vous, j'ai besoin du monde entrepreneurial, j'ai besoin finalement de toutes ces idées et de ces journées de rencontres pour trouver des solutions concrètes. Je suis clairement pour la démocratie de l'action, pas celui de la parole. C'est pour ça que je vais me taire et que je vais vous laisser continuer à débattre. Merci beaucoup, Monsieur Rotner, de nous avoir rejoints malgré votre emploi du temps très chargé. Je vais maintenant passer en visio pour ce qui est de Strasbourg à Monsieur Pierre Dorn, qui est de la société Garnica à Trobe, et on va parler beaucoup du peuplier. Vous allez voir, Monsieur Dorn a travaillé en Amazonie, au Congo, et maintenant il se spécialise dans le contreplaqué à base de peuplier pour ce groupe espagnol avec un projet d'usine qui sera en fonction dans un an, si j'ai bien compris vos explications. Monsieur Dorn, la parole est à vous. Oui, bonjour, merci. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Pour être sûr de ne pas parler dans le vide. Parfait, on vous reçoit 5 sur 5. Bon, super. Je ne vais pas vous parler que de peuplier, je vais surtout vous parler d'environnement et de bois. Donc, mon propos sera en 3 points. Le premier, le bois, et évidemment le peuplier en particulier, est un allié indispensable à l'objectif de neutralité carbone européen. Sauf erreur de ma part, il vient d'être annoncé il y a quelques semaines que l'Union européenne avait adopté l'objectif de réduire ses émissions carbone
d'au moins 55% d'ici 2030. Et ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que les forêts, et notamment les sols forestiers, constituent le deuxième plus grand puits de carbone de la planète après les océans. L'avantage du bois, c'est qu'on est sur un triptyque du carbone avec la séquestration, c'est la croissance du bois, le stockage dans les produits bois et la substitution, car quand on utilise du bois, on n'utilise pas d'autres matériaux énergivores. À titre d'illustration, parce que voilà, faut bien que je vous reparle de peuplier, c'est notre métier. Un hectare de peuplier, c'est 14 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de ce que rejette une voiture pour 110 000 km. Mais si on veut parler de neutralité carbone, et c'est mon deuxième point, la neutralité n'a d'intérêt que si on valorise en local. Donc, il y a un très fort enjeu de relocalisation de la production de valeur ajoutée de la filière bois au sein de chaque territoire. Je vais vous donner un chiffre qui est souvent méconnu, c'est le chiffre pour la France. J'ai essayé de le chercher pour l'Europe, mais j'en suis moins sûr. Mais pour la France, la filière bois, c'est le second poste du déficit commercial, avec 7 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale sur la filière bois. On n'a pas de pétrole, donc c'est normal, c'est le premier poste. Par contre, ce qui est bien dommage, c'est qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup de forêts, mais semble-t-il, on fait moins d'argent avec nos idées qu'avec nos forêts. Un camion de bois rond, pour vos informations, c'est 50% de sous-produits et 25% d'eau. Et aujourd'hui, si je prends le cas du peuplier, on a 20% du bois de peuplier, et notamment en région Grand Est, qui est exporté hors de nos frontières régionales, mais surtout hors de nos frontières hexagonales. Alors, c'est chez certains voisins européens, donc moi je suis européen convaincu, donc j'ai aucun souci qu'il y ait du bois qui parte en Italie ou en Espagne, mais avoir 35 camions de grumes qui circulent sur nos routes pour exporter du bois, pour moi c'est un non-sens absolu en tant que forestier. Donc, l'objectif, c'est de pas de faire du nombrilisme, mais d'avoir une régionalisation des valeurs ajoutées. Parce que quand on parle de la filière bois et quand on parle de création d'emplois, c'est des emplois ruraux non délocalisables. Nous, en tant qu'industriels, comme on vient de vous le dire, on crée une usine sur le parc du Grand 3, donc on va créer des emplois industriels. Mais pour tout emploi industriel, c'est 2 emplois sur les territoires pour justement produire les plants de peuplier, les planter, les élaguer, les couper, les transporter. Ça ne vous aura pas échappé, on en parle en ce moment quasiment tous les soirs aux 20h. Il y a eu une très forte demande actuelle sur le bois pour répondre notamment à une augmentation forte et subite de la demande aux US. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on récemment, on m'a parlé de parallèle entre le Bitcoin et le bois, en me disant il y a une pénurie sur le bois. Alors le Bitcoin, c'est bien la chose la plus… alors moi, je n'y comprends rien, à tout dire. Le bois, je sais que c'est tangible, c'est très concret. Et aujourd'hui, en France, on n'exploite que 50% de la croissance de la forêt. Donc, il n'y a pas de pénurie de bois. Par contre, il y a une vraie pénurie de la valorisation locale du bois. Donc, aujourd'hui, au niveau européen, et là, je reprends bien l'échelle européenne, la forêt et le bois doivent absolument être considérés comme un atout stratégique. Il n'est pas acceptable, notamment au niveau de la France, d'avoir plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de bois qui sont exportés sous forme de bois rond, notamment en Asie, pour ensuite nous revenir en produits transformés. Donc ça, c'est sur la partie export. Mais il faut aussi être plus exigeant sur les produits importés. On a des cas très importants, et c'est traité aujourd'hui par la Commission européenne, de dumping, notamment de produits venant de Russie. Mais également, je pense qu'en tant qu'Européens, on doit avoir une attention forte sur tout ce qui est lié à la déforestation importée. Avec l'exemple du Brésil, aujourd'hui, si on prend le cas de la France, tout ce qui est déforestation importée, donc qui va être lié à d'autres matières, par exemple, quand on importe du soja du Brésil, on a un impact sur la déforestation. Et pour la France, c'est aux alentours de 16 millions d'hectares de forêt qu'on impacte. C'est là. Via notre déforestation importée, on impacte autant d'hectares de forêt que ce qu'on a en France. Donc, ma conclusion par rapport à tous ces sujets-là, pour faire rapide, c'est qu'il me semble, à mon avis, et la France a lancé les choses, l'Allemagne aussi, d'avoir vraiment une vision européenne sur un grand plan européen de reforestation et de valorisation locale de nos produits bois, parce que c'est un enjeu très fort pour la construction bois et pour la construction, on va dire, à bas impact et sur tous les marchés publics qui vont être liés à ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir communiquer sur la richesse de nos forêts et l'utilité pour l'enjeu climatique. On a un enjeu extrêmement fort sur l'éducation des jeunes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on confond la déforestation des forêts tropicales et l'exploitation forestière raisonnée qu'on a sur nos territoires. Et le troisième point, je sais que ça avance, mais il faut en aller encore plus vite et plus fort sur la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, parce que ça sera une manière forte de protéger nos activités
Nous sommes, je pense, en Europe exemplaires là-dessus. Et il n'est pas acceptable d'avoir, sur le cas du bois qui part en Chine, qui est valorisé dans des usines qui ne respectent aucune des réglementations qu'on s'applique, pour ensuite recevoir tout ça sous forme de produits transformés sans les taxer au passage. Donc la taxe carbone est clairement pour nous un enjeu fort et ça serait un cycle vertueux, c'est-à-dire qu'en taxant ces produits-là, évidemment, on pourrait investir sur un tas d'autres sujets et notamment sur le fait de replanter plus, mieux dans notre territoire. Merci beaucoup en tout cas pour l'opportunité et au plaisir d'échanger sur tous ces sujets. Merci beaucoup, Monsieur Dorn, pour ce remarquable éloge des circuits courts appliqués au bois. Je pense que c'est un exemple tout à fait intéressant qui nous donne à réfléchir. Je vais donner la parole à Anne Sander qui souhaite vous répondre tout de suite. Oui, merci. Je veux vous répondre tout de suite parce que la question du bois, c'est un sujet sur lequel on est vraiment en train de travailler au Parlement, puisque au niveau européen, nous sommes en train de revoir notre stratégie forestière. Alors la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de compétence au niveau européen pour la forêt. C'est vraiment une compétence nationale des différents États membres, mais néanmoins, comme beaucoup de sujets, beaucoup de politiques touchent la forêt, on a cette stratégie européenne. Donc la Commission européenne va nous faire une proposition. En attendant, le Parlement s'est saisi de ce sujet et nous avons donné notre position. Et je dois dire que au sein du Parlement, les discussions sur ces sujets sont toujours très vives parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'il ne faut absolument pas toucher à la forêt, qui sont opposés à une exploitation raisonnée de la forêt. Et c'est là où il faut trouver le bon équilibre. On voit bien aujourd'hui, dans certaines pratiques, qu'il y a des aberrations, faire partir les grumes d'ici, les envoyer en Chine, récupérer les produits, transformer, on perd toute la valeur, c'est mauvais pour la planète, donc on a vraiment tout faux. Mais entre cette voie-là et la voie qui dit on ne touche pas à la forêt, on laisse des espaces se développer sans exploiter, ce qui est pas bon pour l'environnement non plus, hein. Enfin, je veux dire, il faut une exploitation raisonnée et c'est vraiment ce qu'on essaie de défendre au niveau européen et c'est ce qu'on a essayé de mettre dans les propositions du Parlement. Il y a un autre sujet qui est, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est la manière d'exploiter, les conditions d'exploitation forestière chez nous, pour avoir beaucoup échangé avec les communes forestières, avec les industriels en Bourgogne-Franche-Comté, aussi d'ailleurs avec Philippe Siat. On a un problème chez nous qui est le coût de la main-d'œuvre dans ce domaine-là, alors dans d'autres domaines aussi, mais sur les sujets forestiers. Et là aussi, je crois qu'il faut avec un problème aussi de travailleurs détachés. Enfin, donc c'est un problème plus global, mais sur lequel on doit évidemment travailler également. Merci Madame Sander. Je donne la parole à Marc Nicolas de Freudenberg, donc une grosse société allemande, 50 000 salariés dans le monde. Et Monsieur Nicolas est directeur des opérations à l'usine de Langres, et avec 400 salariés. On est ici dans le domaine de l'étanchéité de batteries lithium et des composants internes de piles à combustible. Bonjour à tous. Alors, quand on parle de lithium ou de piles à combustible, on regarde plutôt le présent et le futur. L'usine, au départ, elle fait des pièces pour les moteurs à combustion interne. Elle ne fait que ça depuis 60 ans. Donc là, on est en train de basculer complètement d'activité. On a mené beaucoup de projets différents dans les derniers mois. Et le premier d'entre eux, qui a fait un petit peu la une presse locale, parce on est vraiment dans la partie campagnarde, lointaine par rapport à Strasbourg. Il y a 3 heures de route. Mes collègues ont fait la même chose ce matin pour venir. Effectivement, on a décidé de relocaliser une production qu'on avait en Hongrie. Donc aujourd'hui, on est en train d'intégrer cette production avec des nouvelles machines qui sont robotisées, automatisées. Effectivement, c'est un lourd investissement. On est en train de mettre presque 12 millions sur la table par rapport à ça. L'usine qui était en Hongrie, il y avait 250 salariés. Donc c'est un mouvement important vers la France qui n'est pas commun, hein, notamment dans l'industrie automobile. L'autre mouvement qui concerne la même usine, effectivement, c'est une diversification qui a commencé par la partie lithium, c'est-à-dire les batteries qu'on voit aujourd'hui sur les voitures qui sont disponibles sur le marché. C'est un projet qui a été accompagné et par l'Europe aussi, puisqu'on avait fait des dossiers, beaucoup ont parlé de dossiers de taxe carbone, enfin en gros ce qui rentre, ce qui sort. Alors les taxes carbone, je suis parfois un peu embêté parce que comme je dis à mes employés,
qui parfois ont des visions un petit peu nationalistes. Les joints de batterie qu'on vend essentiellement, ils vont en Chine, hein, parce que c'est BMW qui a installé ces là-bas, tout simplement parce que c'est là-bas qu'ils vendent des voitures électriques, hein, parce que le marché porteur aujourd'hui pour l'électrique, c'est la Chine. Hein, donc voilà, donc on envoie de l'électrique en Chine. Donc quand on parle de virtuosité carbone, faut des fois être sûr de son coup, quoi. Hein, donc c'est facile à dire que les Chinois sont mauvais ou bons. Enfin, moi j'ai pas forcément une opinion là-dessus, mais en tout cas c'est vrai que le marché nous emmène vers des développements qui sont parfois là-bas pour la partie électrique. Hein. Et c'est en Chine que se vendent le plus de voitures électriques à l'heure où on se parle. Donc ça c'est un fait. L'autre partie qui est en développement, c'est la partie pile à combustible. Donc la partie hydrogène, hein, qui est très forte. Alors comme des fois il y a beaucoup de discussions autour de l'hydrogène, il y a des plans un peu partout. Nous on a bénéficié aussi sur l'usine du plan de relance français par rapport à ce projet-là. Donc gros investissement sur l'usine, on parle de presque 5 millions qui vont être faits dans les prochaines années par rapport à tout ce qui est machine. Alors on a un développement nous on travaille, c'est une entreprise allemande, la partie recherche est essentiellement faite en Allemagne, donc il y a beaucoup de brevets qui ont été déposés. Vous citiez tout à l'heure Freudenberg à Colmar qui fait des matériaux. En fait, la branche matériaux a bénéficié par ces brevets pour faire des composants de piles à combustible. Donc on a marié en fait les compétences des uns et des autres, et en faisant une coopération internationale, hein, qui soit française, allemande et américaine. Donc on peut être surpris de voir qu'on coopère aussi avec les Américains. Mais en fait, dans un groupe mondial, c'est le cas, on prend le meilleur de chacun. Et effectivement, ce qu'on va faire en France, c'est d'arriver à travailler sur l'industrialisation de cette production-là. Donc, quand on parle de recherche, souvent on parle de recherche fondamentale, notamment en France. C'est souvent cette notion-là. On imagine un laboratoire et des gens et des blouses. Et nous, on est sur de la recherche, mais qui sont sur des procédés de fabrication. Et dans les dossiers de subvention qui peuvent exister, c'est souvent un espèce de case un peu ronde qui voudrait rentrer dans une case carrée. C'est un peu difficile, mais on y est arrivé. Et ça, c'était un point, moi, je voulais plutôt témoigner positivement par rapport à ça, parce qu'on a été soutenu très fortement, d'ailleurs, par la CCI, je voudrais le dire, et localement par la personne qui était en charge du côté de la Haute-Marne, M. Luchier, qui était vraiment extrêmement performant sur l'aide aux entreprises et qui nous guide bien. Et je sais que quand il y a des décisions politiques qui sont prises, derrière, la décision est prise, on a la voix, et on a des gens comme ça qui peuvent nous aider très fortement à trouver les clés. J'avais des exemples qui sont cités de complexité administrative. Ce sont des gens qui arrivent à en balayer pas mal. Voilà, ça c'est faut savoir ce qui existe aussi et qui nous permet d'avancer et de comprendre même nous-mêmes comment le projet on peut le faire avancer. Parce que quand le politique veut, parfois la loi ne le permet pas de la même façon que la volonté du politique. Et il y a moyen, effectivement, d'être tout à fait en conformité avec la loi, juste en recalibrant un petit peu les choses. Donc c'était un point qui était un petit peu à mettre au sens positif des choses. Par contre, ce qui avait été surprenant sur un dossier, et ça c'était la région Grand Est avait accepté de nous aider sur un projet, et le FEDER n'était pas au courant du projet. Donc le FEDER m'a appelé. Monsieur Nicolas, comment c'est possible que vous ayez un projet comme ça sur la pile à combustible et que je ne sois pas au courant? Donc c'était assez étonnant finalement, on s'est retrouvé à l'envers dans le fonctionnement. Et on se dit, c'est un petit peu un millefeuille finalement, et on a du mal à savoir qui va aider. Il y a beaucoup de guichets, beaucoup de dossiers différents. On voit les assiettes qui sont acceptées par l'un, qui ne sont pas acceptées par l'autre. Et quand on arrive à faire des bilans intermédiaires, on est complètement perdu au niveau comptable. Parce qu'on se dit, alors ceux-là, ils ne voulaient pas de la machine, ceux-là, ils en voulaient bien, celui-là, il ne voulait pas de l'outillage, celui-là, il voulait bien de la matière première, celui-ci, il voulait bien des hommes, mais à la limite pas des femmes. C'est compliqué, mais c'est vrai que c'est des parties, des lourdeurs qu'on peut connaître. C'est vrai qu'on peut se faire aider. Hein. Je citais la CCI tout à l'heure en bon exemple. Une des problématiques des entreprises maintenant comme nous, c'est on repart dans un fort développement, alors qu'on avait beaucoup réduit dans l'automobile, hein, jusqu'à présent. Donc pour localement sur Langres, c'est une nouveauté. Et un des enjeux clés, c'est la recherche de talent maintenant. Des personnes, des hommes. Les technologies, elles sont globalement accessibles à tous sur Internet. Hein. On considère qu'aujourd'hui, on peut acheter une technologie assez facilement. Par contre, les hommes et les femmes de talent, c'est tout à fait autre chose. Et les attirer en secteur rural, c'est un enjeu. Bon, c'est ce qu'on cherche à avoir aujourd'hui. Bon, je dirais, on est plutôt bien servi par les autorités et par les aides. France Relance a bien aidé aussi, hein, sur un projet. On citait le FEDER tout à l'heure, la région. Maintenant, ce qu'on va chercher à avoir, effectivement, c'est que ce soit un peu plus simple. Beaucoup l'ont dit. On sait qu'on peut se faire aider, donc on y est parvenu. Hein, pour tout dire, on n'a pas échoué. Et puis maintenant, d'arriver effectivement à avoir ces talents. On parlait de la Silicon Valley, nous on ne cherche pas forcément les mêmes, hein, mais voilà, qui puissent pouvoir s'installer en zone rurale et vivre bien dans des entreprises qui sont dynamiques. Beaucoup de gens ignorent totalement qu'une entreprise comme la nôtre est à la pointe sur la pile à combustible, ça c'est clair. Alors j'ai amené quelques pièces tout à l'heure, si vous êtes intéressé en fin de séance à regarder ce que c'est.
parce que c'est totalement inconnu, c'est très subjectif. En France, il y a des entreprises qui montent de l'hydrogène. Certaines d'entre elles sont des projets qu'on appelle zombies. Hein. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la perfus de subvention, ça existe. Par contre, ils ne sortent pas une pile par mois, quoi. Hein. Ça, c'est comme ça reste du laboratoire. Donc ça existe. Et quand on les contacte pour savoir s'ils ont besoin de nous pour faire des pièces, ils ont besoin de rien. C'est comme ça. Donc voilà, on a ce genre de clients aussi qui peuvent exister. Merci, Monsieur Nicolas, pour cet éloge de ce qu'on pourrait appeler le Mittelstand à la française. Hein. En Allemagne, on connaît bien cette problématique, mais je crois que Christophe Grudler veut aussi vous faire tout de suite une réflexion. La réflexion pour monsieur le directeur, c'est déjà de lui dire qu'il est sur le très bon créneau. Aujourd'hui, un objectif prioritaire pour l'Europe, c'est le Green Deal, le pacte vert, la décarbonation à l'objectif de 2050. Et moi, j'inciterai toutes les entreprises du Grand Est à se placer sur ces créneaux énergétiques aussi importants que l'hydrogène. Aussi les batteries électriques, enfin, la production électrique directement, mais aussi l'hydrogène et évidemment la pile à combustible. Juste un chiffre, l'hydrogène pour 2050 dans l'Union européenne, ça sera 500 milliards d'euros d'investissement et à peu près 1 million de nouveaux emplois créés dans toute l'Union européenne. Donc, quand vous avez ces chiffres absolument astronomiques, vous pouvez vous dire que si vous positionnez ce secteur-là, qui commence à devenir très tendance entre nous, parce que tout le monde veut faire de l'hydrogène, toutes les régions de France sont adhérentes de France Hydrogène ou d'Hydrogène Europe. Mais c'est vraiment un créneau qui est en plein développement, en plein boom, si j'ose dire, et sur lequel il faut absolument continuer à investir. La France, c'est 7,2 milliards d'euros qui sont consacrés à l'hydrogène. Jusqu'en 2030, il y a 2 milliards pour les premières années, ils sont pratiquement entièrement consommés. Et Bruno Le Maire imagine remettre 1 milliard de plus sur l'hydrogène, ça devrait être annoncé bientôt. Il est aussi possible qu'il y ait 50 milliards de plus sur le plan de relance français dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment besoin de doper un petit peu nos entreprises actuellement. Donc, mettez-vous bien sur ce créneau-là et vous serez de toute façon aidé très largement, que ce soit par l'Alliance européenne de l'hydrogène ou par les fameux PIEC qui vont être montés. Alors, juste pour information, le PIEC France, enfin la participation de la France, les industriels français sont prêts. Ça a été notifié à Bruxelles pour le lancement du PIEC, mais les Allemands ne sont pas prêts. La France est le premier pays européen à avoir monté tous ces dossiers pour l'aide du PIEC au niveau de l'hydrogène. Le PIEC, pour simplement précision, c'est la collaboration entre plusieurs pays européens. Donc vous êtes industriel ici à Strasbourg, vous avez un partenaire allemand et peut-être un autre en Italie. Vous êtes éligible au PIEC, qui sont des dérogations au principe du marché commun qui vous permettent d'avoir des subventions d'État et des subventions européennes. Donc il faut vraiment continuer à s'investir sur ces technologies-là et ces modes de dossier-là. Et je terminerai juste un tout petit mot, Dominique, si vous me permettez. Vous avez du FEDER là-dessus, mais vous avez aussi des fonds thématiques européens qui se cumulent. Parce que depuis quelques années, c'est une grande nouveauté. Avant, quand vous aviez du FEDER, vous n'aviez que du FEDER. Maintenant, vous pouvez avoir du FEDER. Si vous avez de la recherche, vous avez Horizon Europe, qui est le nouveau programme de recherche et développement. Si c'est pour la défense, vous pouvez émarger aussi au fond de la défense. Et tout ça pour le même dossier. Donc les aides européennes peuvent se cumuler. C'est vrai que la défense, on s'y perd. Entre ce qui est cumulable, pas cumulable, honnêtement, quand on a proposé un dossier hydrogène, j'ai eu l'impression que tout le monde voulait l'aider. Et à un moment donné, on me disait, ouais, moi je peux l'aider, mais mon voisin sera meilleur que moi. Alors certains se retiraient, certains avançaient. Et finalement, il n'y a que l'État qui l'a fait au travers du plan de relance. Et le FEDER a dit, bah non, on peut pas, puis vous avez déjà aidé. Enfin, il y avait déjà, voilà, il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est une complexité par rapport à ce qui existe. Je ne serais pas capable de lister comme vous l'avez fait. Merci. Nous partons maintenant en Moselle, près de Metz, à Peltre, avec Madame Nadège Ries, présidente de la société Joint Vulcanisation Caoutchouc, qui est spécialisée dans l'étanchéité industrielle, une PME, 9 salariés. Madame Ries. Bonjour à tous. Vous m'entendez tous bien? C'est parfait. Vous pouvez y aller. Bon. Je vous remercie dans le premier temps de m'avoir invité à ce tour de table. Et je suis très intéressée par tout ce qui s'est déjà dit. Donc, moi, je vais parler de ma petite entreprise de Moselle. Alors, on est dans l'activité de la transformation de caoutchouc. On fabrique des joints d'étanchéité et on a également tout un pôle pour le produit anti-feu. On fabrique de la gaine anti-feu et de la manchette souple. Et en particulier, dans notre entreprise, en fait, nous avons toujours mis un point à privilégier les produits français, voire européens proches.
Alors cet engagement nous a permis de maintenir l'exigence de notre qualité que nous nous sommes toujours fixés, une stabilité de nos produits finis. Nous sommes surtout attachés à maîtriser nos achats, nos approvisionnements, notre qualité et permettre une collaboration transparente avec nos fournisseurs et puis bien entendu avec nos clients, nos gros donneurs d'ordre, puisqu'on travaille beaucoup pour l'industrie sous toutes ses formes. Alors la traçabilité de nos produits est donc maintenue de l'entrée des semi-produits qui sont achetés et aux produits finis qui sont livrés. Nous maintenons cet engagement, alors je ne vous cache pas, malgré de grandes difficultés depuis de nombreuses années entre les caoutchoucs qui arrivent de Chine à bas coût, les normes françaises qui nous sont imposées parce que là, on est les champions, et la lourdeur administrative, puisque c'est vrai que de ce côté-là, on est à peu près tous d'accord. Alors, mais nous sommes surtout confrontés à l'absence de réglementation harmonisée au niveau européen et voire mondial. Et pour ça, pour vous prouver un petit peu notre problématique, c'est que dans les matériaux qui sont en contact avec l'eau potable, alors c'est des matériaux qui peuvent générer des impuretés, favoriser la croissance microbienne, donc ça représente un risque important pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Et dans ce contexte, nous sommes amenés à multiplier les procédures d'homologation en fonction des pays. Alors, par exemple, on a l'ACS, l'attestation conformité sanitaire pour la France, le VRAS pour les Royaumes-Unis, la KTW pour l'Allemagne, enfin, et j'en passe. Alors, dans le même temps, la France qui impose ces normes. Mais je voudrais vous demander, mais qui contrôle la conformité des matières importées par d'autres pays, même européens? Et en fait, nous perdons certains marchés dus à ces exigences, alors que personne ne contrôle, concurrencés par notre propre voisin, juste parce que nous sommes pénalisés par des normes françaises. Et alors, cette crise Covid 2019, qui est mondiale et qui impacte, on va dire, principalement l'Europe, hein, les États-Unis et puis la Chine sont finalement les grands gagnants. Alors, en l'occurrence, une pénurie sans précédent de matières premières due à la baisse de production pendant la pandémie. Nous, sur les élastomères, c'est à peu près du 10% sur les semi-produits, bien plus sur le polyuréthane. On nous annonce même peut-être de graves pénuries. Et alors que dans le même temps, au second semestre 2020, la Chine présente un taux de croissance à 2 chiffres. Donc là, alors le redémarrage de l'activité économique, je pense qu'elle peut être que déstabilisée par tous ces paramètres. Et pourtant, vraiment, je suis très attachée à l'industrie et je peux vous dire qu'elle est très créative. D'ailleurs, on l'a entendu hein, avec tous les dirigeants qui ont déjà parlé de leur entreprise et de leur expérience. Elle innove parce qu'on réfléchit toujours à notre futur et elle investit. Et elle investit dans les territoires. On travaille avec nos collaborateurs. Ce sont des familles, ce sont... Alors, je pense que l'Europe, elle doit vraiment être fière et elle doit soutenir cette industrie parce que on a été fortement malmenés ces dernières années et je pense qu'il faut absolument que nos entreprises, on puisse ouvrir nos entreprises et que tous ces concitoyens, tous ces politiques, tout le monde considère que l'industrie, c'est vraiment le moteur. Et je vais citer ce que dit M. Hervé Baudouin, le président de l'UMM Lorraine. C'est la colonne vertébrale. Et ça, c'est important. Alors, nous, on est situé donc à Peltre, au pied de la Foire internationale de Metz. Donc, on est vraiment au cœur de notre grande région. On est donc profondément européen parce que finalement, on est vraiment en frontière avec cette grande région. Le Luxembourg, l'Allemagne, la Wallonie, enfin, c'est énorme au niveau de la représentation de l'industrie. Et je pense qu'il est vraiment primordial que nous retrouvions notre autonomie au niveau des matières premières, qu'on sécurise les approvisionnements de matières premières, parce que là, il faut que dans les prochains mois, et puis très rapidement, on n'ait pas cette angoisse de la pénurie et de ces augmentations qui nous confrontent à réviser des contrats avec des gros donneurs d'ordre. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Et il y a également un autre point qui est très important, c'est les composants du coût de la main-d'œuvre, qui varient fortement entre les États membres. Alors, voilà,
J'ai encore beaucoup de choses à dire. Hein. Je peux vous dire que je me suis arrêtée là parce que autrement, vous allez me couper mon micro. Voilà, je vous remercie encore. C'est moi qui vous remercie de votre concision, Madame Ries. Merci beaucoup. Je vais donner à ce moment-là la parole à Monsieur Marc Dechoux. On passe dans l'agroalimentaire. C'est le directeur de la fromagerie Hutin dans la Meuse, qui est spécialisé dans la pâte molle, le fromage à pâte molle, et appartient au groupe fromager allemand Hochland. Et c'est une usine qui travaille beaucoup pour l'exportation. Monsieur Dechoux, si vous voulez prendre la parole. Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes, et puis merci de me donner la parole. Alors, mon propos va être essentiellement dirigé vers ce qu'on constate de plus en plus au niveau de l'agroalimentaire. Donc, c'est un retour vers un protectionnisme national. L'idée forte de l'Europe au moment de sa création, c'était la libre circulation des biens et des personnes. Donc là, je vais essentiellement parler des biens. Et entre autres, au niveau de l'agroalimentaire, donc une grande réussite a été aussi de donner donc des débouchés à travers l'Europe pour les produits manufacturés en France. Donc, à date, donc la France produit 24 milliards de litres de lait. Il faut savoir que 42% de cette production part à l'étranger. Donc, un groupe comme Hochland, aujourd'hui, a 19 usines essentiellement en Europe. Il y a 50 ans, donc, elle en avait une seule. Le problème auquel on est confronté de plus en plus, c'est que beaucoup d'États, entre autres la France, ont une vue court-termiste et vont dans le sens donc, de certains mouvements populistes pour avoir donc une orientation protectionnisme au niveau de la consommation, donc entre autres française. Donc on nous demande de manger local, on nous demande de manger national, avec aussi une traçabilité, une origine à 100% des matières françaises. Pourquoi pas? Mais en contrepartie, d'autres pays font la même chose. Donc, moi qui échange beaucoup avec mes collègues allemands, donc maintenant en Allemagne, on demande de manger allemand, on demande d'avoir donc une production allemande. En Italie, certainement la même chose, etc. Donc, moi, mon propos est relativement simple. Que fait ou que souhaiterait faire l'Europe pour à nouveau donc laisser cette libre circulation et contrer ce protectionnisme larvé d'un certain nombre de pays? Parce que le risque qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'une partie de notre agroalimentaire risque de disparaître dans les années prochaines, parce que aujourd'hui, si je prends juste le lait, 42% du lait, si vous enlevez donc un certain nombre de débouchés en Europe par rapport à ce lait, vous aurez des fermes qui vont disparaître, vous aurez des usines qui vont disparaître et d'autant plus des emplois. Donc, ce qui a été la force de l'Europe avec cette libre circulation des biens, j'ai l'impression aujourd'hui, du moins sur le domaine agroalimentaire, par rapport à ces vues court-termistes de certains pays, qu'on se met des frontières alors que dans la réalité, ces frontières n'existent plus. Voilà donc un propos que je souhaitais aussi partager avec Madame la députée, Monsieur le député, qui représente donc la France au niveau de la communauté européenne, à savoir qu'il y a à peu près la même chose qui se passe à l'heure actuelle au niveau de l'Allemagne. Et pour l'usine que je représente aujourd'hui, certains débouchés, je ne les ai plus alors que je les avais précédemment, parce que
c'est un produit français alors qu'on demande maintenant des produits allemands. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dechoux, d'avoir attiré notre attention sur ce problème du nationalisme appliqué à l'agroalimentaire, mais je crois que Anne Sander veut faire une remarque directement. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez et pour vous assurer qu'aujourd'hui encore, la libre circulation des produits alimentaires est totale sur le marché commun. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important et qu'on doit continuer évidemment à encourager sans mettre aucune entrave, d'autant plus qu'ici, dans notre région, nous avons une industrie agroalimentaire qui est vraiment performante et qui s'exporte sur le marché européen, mais aussi à l'international. Et donc, ce sont des secteurs qu'il faut continuer à soutenir en général et sans mettre de frein à la libre circulation. En même temps, il faut dire aussi qu'on voit aujourd'hui, au niveau de la population, une demande vers plus de transparence, peut-être un recul vers, enfin, pas un recul, mais en tout cas, on va vers une volonté de consommer plus local. Et donc, il y a au niveau européen un grand mouvement qui est engagé sur le mieux manger, voilà, le mieux manger, le mieux consommer et ce retour au local. Nous avons aussi des secteurs professionnels qui ont des organisations, des difficultés et des stratégies différentes. Et je prends un exemple très concret. Vous parlez du secteur du lait. Je connais bien l'industrie qui transforme et qui s'exporte sur le marché européen. Et en même temps, je vois aussi les professionnels du secteur de la viande qui, eux, ont une autre stratégie et qui demandent qu'il y ait cette traçabilité totale avec une information très détaillée pour le consommateur. Moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un équilibre, quelque chose qui est raisonnable, parce que tout le monde ne va pas toujours consommer que du local. Il faut soutenir ces entreprises comme la vôtre qui sont présentes sur le marché commun, mais il faut aussi trouver l'équilibre pour mieux informer le consommateur. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire, mais en tout cas, moi, je suis très sensible à ce sujet-là en proposant toujours des solutions pragmatiques. Par exemple, aujourd'hui, on va demander aux viticulteurs, un autre secteur qui, lui, s'exporte, on va lui demander beaucoup d'informations sur la composition du vin, sur la traçabilité, et on va dire aux gens, aux viticulteurs, mettez toute cette information sur les bouteilles. C'est pas possible, il faut réfléchir à des solutions numériques, etc. Donc tout ça pour vous dire que c'est un équilibre à trouver, mais on est... c'est vraiment au cœur de nos discussions aujourd'hui au niveau européen. Voilà, donc entre les secteurs, entre les attentes, entre les modes de consommation, il faut qu'on soit pragmatique et qu'on trouve une voie qui soit raisonnable. Mais j'entends ce que vous dites et dans le cadre de toutes les politiques européennes aujourd'hui, en particulier de la politique agricole commune sur laquelle je suis beaucoup investie, eh bien, je vous rejoins, on assiste à une renationalisation de l'ensemble des politiques et ça, évidemment, c'est très, très néfaste pour l'Europe, pour le consommateur, pour les Européens en général. Alors, je vais peut-être reprendre derrière, juste 2 minutes, pour sortir un peu, juste un instant de l'Europe, parce qu'il y a une chose, à mon avis, qui est hyper importante. Ce qui est important aujourd'hui, dans toutes les entreprises qu'on connaît, et il y a quelqu'un qui a son micro qui... Non, c'est bon. Je crois que la culture du savoir-faire différencié est plus que jamais à l'ordre du jour. Là, on parle de l'Europe. L'Europe ne fait pas tout, ne peut pas tout faire. Mais nous, entrepreneurs, là je parle en entrepreneur, nous avons un devoir, c'est de cultiver notre savoir-faire différencié par rapport à d'autres. Par rapport à l'Europe, par rapport même à chez nous, hein. Notre savoir-faire différencié est créateur de marge, premièrement, naturellement, et puis c'est là que je dirais que l'économie est un long fleuve tranquille qui fait son lit tout seul, hein, et qu'on maîtrise difficilement. Mais je crois que le savoir-faire différent
aujourd'hui est vraiment à l'ordre du jour, que ça soit dans l'agroalimentaire, que ça soit dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel commerce. C'est ce qui peut nous faire gagner aujourd'hui. Et franchement, j'y crois vraiment. L'Europe peut nous aider à cultiver ce savoir-faire différencié, mais ne le fera pas à notre place. Voilà. Merci. Je donne la parole à la société Codium, qui est implantée à Langres, en Haute-Marne, une petite entreprise de 7 personnes, avec un bureau d'études, une unité de production, et qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes électroniques et autres produits innovants. Bonjour à tous. Alors, je voudrais déjà vous remercier de donner la parole à une petite entreprise comme la nôtre. C'est assez récent. Nous, on a été créé en 2020, donc on est les plus jeunes. Je voudrais, avant d'aborder le sujet que j'ai choisi de traiter, mettre l'accent sur quelque chose qui va bien, pour une fois. C'est l'accompagnement dont on a bénéficié de la part des équipes de la CCI sur le territoire de la Haute-Marne. Ça a été un accompagnement exceptionnel. Donc, je voulais vraiment le mentionner parce que ça nous a vraiment aidé dans la création de notre société en tant que jeunes. Un accompagnement vraiment de qualité par rapport à d'autres structures plus récentes que je ne citerai pas, qui nous ont pas aidés de la même façon. Donc moi, je voulais traiter, pour le fond, le sujet de la recherche et du développement, la place de la recherche et du développement comme outil de compétitivité pour les entreprises. Nous avons dans nos associés Axel Moinet, qui est issu du monde de la recherche, et donc on a un petit peu cet aspect dans notre ADN, dans la culture de notre entreprise. À travers cela, on a été amené lors de notre création et tout au long de notre travail, à avoir des relations avec des équipes universitaires, des laboratoires de recherche, des enseignants-chercheurs. On a rencontré des équipes exceptionnelles, des gens talentueux qui travaillent sur des sujets et des technologies de pointe, bluffantes, exceptionnelles. Mais il s'agit de technologies de demain, voire d'après-demain. Or, nous travaillons, on a beau être une start-up, nous travaillons aujourd'hui. Et nous travaillons face, dans le monde de l'électronique, à une concurrence asiatique. On se le dise, de toute façon, la concurrence qu'on a en face, c'est les Asiatiques. Et suite à toutes ces rencontres, on a eu un sentiment un petit peu mitigé. Une réflexion qu'on s'est faite et que je voulais vous porter, c'est que nous avons... excusez-moi, c'est ma première expérience dans la vie. On a le sentiment, voilà, les chercheurs nous proposent des technologies qui sont extraordinairement innovantes. Par contre, on n'a pas de retour. On a la sensation, c'est vraiment une sensation, qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts de recherche, de recherche déployés dans l'innovation de process qui nous permettrait, en réalité, de récupérer des process de fabrication qui sont partis en Chine. Et donc, si nous pouvions avoir ne serait-ce que 10 ou 5% de cette extraordinaire recherche française, parce que c'est réellement la pointe, hein. Enfin, dans les labos, on voit de ces choses, c'est impressionnant. Mais ça ne va pas nous servir, parce que ça cible 0,01%
des besoins dans l'électronique. Par contre, ce qui nous servirait, c'est quelqu'un qui nous dise « Ah ben, on a trouvé une nouvelle façon de fabriquer des circuits imprimés. » Ce qui les rend, ce qui nous rendrait plus compétitifs et qui nous permettrait de refabriquer des circuits imprimés en France. On a la sensation qu'il n'y a pas grand monde, entre guillemets, qui se bat pour récupérer des choses que l'on a perdues. On se bat pour les technologies d'avenir, ça c'est très important. Il ne faut surtout pas arrêter de se battre pour les technologies d'avenir, mais on est un petit peu seul pour se battre, pour récupérer des choses que l'on a perdues, qui sont essentielles. Des circuits imprimés traditionnels, bon, bah, c'est la base de l'électronique. Ce sont les circuits sur lesquels on va venir mettre les composants. On est complètement dépendant aujourd'hui de la Chine. On est obligé quasiment d'acheter nos circuits électroniques en Chine parce qu'on est moins compétitif, parce que c'est polluant. Et ces deux points-là pourraient être traités en trouvant des nouveaux process avec la fabrication additive, avec des nouvelles méthodes. Enfin, je veux dire, on a des chercheurs exceptionnels. Je suis persuadé qu'on pourrait mettre sur pied des nouveaux process qui nous permettraient de récupérer ces technologies qui ne sont pas d'avenir, mais qui pourraient nous permettre de rapatrier de la production en France. Donc, je l'ai peut-être fait de manière un petit peu maladroite, mais c'est un petit peu ça que je voulais... On a bien compris l'intérêt de la recherche appliquée aussi. Alors, assez brièvement, Christophe Grudler, parce qu'il nous reste encore 3 chefs d'entreprise qui doivent parler. Alors, on va faire très synthétique. Il semble qu'on ait perdu la communication. Ah, ça a l'air de revenir. Appuyer sur le micro, peut-être. À nouveau. Ah ben voilà, ça refonctionne. Bon, impeccable. Ça marche. Donc je ne vais pas reprendre, on va synthétiser. Et donc simplement vous dire que dans la commission ITRE, donc Industrie, Recherche et Énergie, il y a quand même le fonds Horizon Europe qui a remplacé le Horizon 2020 d'avant, qui représente maintenant 95 milliards d'euros d'aide à la recherche et développement, tant pour vos petites entreprises que pour les plus grandes. Effectivement, il faut comprendre les piliers de l'Horizon Europe pour savoir comment fonctionner. C'est extrêmement important. Et sur la place des circuits imprimés, donc il y a de l'innovation qui se fait actuellement pour trouver des solutions, même sur les circuits, sur des jets d'encre, enfin des possibilités, à la place de l'emboutissage de pièces. On peut avoir des systèmes maintenant intégrés, notamment pour les piles à combustible dont on parlait tout à l'heure, où à la place de la pièce métallique, on peut avoir des circuits imprimés. C'est l'avenir, en effet, donc vous avez bien fait d'en parler. Merci, Monsieur Grudler. On passe maintenant à aussi un des poids lourds de l'économie alsacienne et une des doyennes avec Usocom, Monsieur Jean-Claude Reverdel, directeur général. Vous nous entendez, Monsieur Reverdel ? Vous m'entendez? Voilà, allez-y, vous avez la parole. Super. Bon, compte tenu du temps imparti, je vais être très direct et résumer mes 3 thèmes simplement à des questions, puis beaucoup de choses ont été dites. Le premier propos, c'est la digitalisation de l'industrie. Ma question sur cette digitalisation, c'est comment faire émerger des GAFAM européens sur le modèle de l'Airbus, par exemple, ou plus proche de nous, sur le modèle des batteries pour l'automobile. Doit-on interdire le rachat des pépites ou de start-up européennes pour les faire grandir afin qu'elles deviennent demain des sociétés européennes concurrentes à ces géants américains?
sur la même thématique. C'est comment également faire émerger un cloud souverain européen quand on connaît l'importance de la confidentialité et de la sécurité des données. Mon deuxième propos, c'était sur la relocalisation de notre pays pour réindustrialiser notre pays et éviter à l'avenir une concurrence déloyale au niveau européen. Ne serait-il pas opportun d'avoir un taux d'impôt sur les sociétés identique en Europe? Et le troisième propos que je voulais évoquer, mais encore une fois, je le résume simplement par ma question, sur la transition écologique, et notamment le projet de loi climat et résilience qui vient d'être voté au Parlement et qui, je crois, est sur la route du Sénat. Ma question, c'était que fait l'Europe par rapport aux produits provenant de pays qui n'ont pas les mêmes valeurs ou volontés environnementales? Voilà, de manière très succincte. Bien, merci beaucoup, monsieur Reverdel. Je vais maintenant passer à la société Le 11 Aloïs avec monsieur Michel Dumont, qui est dans la Marne, à Suippes, président de Le 11 Aloïs, qui va nous parler du cuivre et du nickel et des alliages innovants. Alors, je reprends juste derrière. Pardon, oui. Je reprends juste 2 minutes pour Usocom là. C'est pas qu'on vous a pas entendu, hein. Mais il y aurait tellement de choses à dire ce que vous venez de dire là que ça va être le sujet de ce que j'ai annoncé en arrivant ici d'une prochaine réunion là. Merci. Si, monsieur Stimflin. Donc, monsieur Michel Dumont. Oui, bonjour à tous. Merci de nous permettre de participer à cette réunion. Effectivement, nous, on est une UTI de taille moyenne avec 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des parts de marché mondiales très fortes, du style 10 à 50% sur des éléments de niche, et on travaille à peu près pour toute l'industrie mondiale. Et on observe depuis 2-3 ans la montée en puissance de la Chine, puisque c'est plus de 20, l'Asie plutôt que la Chine. D'ailleurs, il faut faire attention. Quand on parle de Chine, il faut vraiment parler Asie. On a plus de 20% de notre chiffre d'affaires maintenant qui part en Asie et ça monte régulièrement. Il y a encore quelques mois, notre premier métier, c'est l'aéronautique et c'est devenu en moins d'1 an l'électronique. Donc, pour vous donner un peu des indications, on fait 50% de notre activité en Union européenne et 50% dans le reste du monde. La part de l'Union européenne baisse parce que l'industrie en Union européenne, on a tous les signes qui montrent qu'elle diminue. Je pense qu'il y a un vrai sujet intéressant pour messieurs les députés, c'est de réfléchir à la raison d'être de l'Union européenne par rapport à l'industrie en général. L'Union européenne a été beaucoup créée pour protéger les consommateurs et les citoyens. Il faut se poser la question de la protection des entreprises. On voit objectivement que ce n'est pas suffisant et que c'est peut-être trop compliqué. Et moi, je voudrais juste mettre en avant 2 sujets. Un, les effets de seuil. Aujourd'hui, il y a des subventions possibles, il y a beaucoup de choses de possibles. Nous, on se bat contre des gens qui se sont fait offrir des usines complètement, de A à Z, de 50, des 100 millions d'euros. Jusqu'à présent, on avait droit à des subventions avec des 800 000 euros. Ça vient de monter d'1,8 million. Je pense que là, il y a une vraie réflexion sur les effets de seuil. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'un certain nombre de choses puissent être augmentées assez naturellement sans forcément changer tout le système. Deuxième sujet important, les problématiques de fusion. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Europe empêche souvent, dans certains dossiers un peu médiatiques, mais dans d'autres cas, où elle n'est pas assez active pour accepter les fusions entre sociétés européennes, parce qu'on veut développer une protection des consommateurs au niveau de l'Europe, en oubliant que le vrai sujet, c'est qu'on ait des entreprises extrêmement solides en Europe, parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'est qu'une petite partie de l'activité de ce qui se passe dans le monde. On est bien, on va bientôt être 4e ou 5e zone, parce on est dépassé par l'Asie au sens large, par les États-Unis, on a l'Inde aussi qui va monter. Donc le vrai sujet, c'est de faire en sorte que des PME deviennent des ETI deviennent des groupes plus solides, et donc il faut absolument ouvrir la possibilité d'être beaucoup plus souple dans les capacités de fusion au niveau des sociétés européennes.
Dernier point qui me semble important, c'est les règles au niveau de l'économie verte. Bon, nous, on est très intéressés, on se développe beaucoup dans ce domaine. Il faut juste que pour les décideurs, ça fait un peu partie du lien de ce qu'on disait pour le bois aussi, il y a des moments où il faut savoir prendre de la distance. Le danger aujourd'hui et le risque, c'est qu'on pousse tellement des réglementations au désavantage des sociétés européennes que les productions aillent se délocaliser et donc dans des pays qui sont moins exigeants. Donc il y a effectivement une réflexion pas facile au niveau des députés ou des décideurs européens, c'est de se poser vraiment une vraie réflexion sur la vocation de l'Europe. Je trouve qu'elle a été très très orientée consommateur et pas assez citoyen, et elle a besoin, je pense, de reprendre, parce que les citoyens, c'est les entreprises à la fin du jour, et je pense qu'on a vraiment un sujet fondamental de se dire l'Europe doit être avant tout une protection dans le cadre de la compétition mondiale qui est très forte et sur lequel on s'affaiblit, je pense, profondément au fur et à mesure des années qui passent. Et franchement, le Covid, certains l'ont dit, et on le voit, nous, dans nos activités, a beaucoup profité à l'Asie, et on sent que les États-Unis vont se dépêcher de repartir et que l'Europe va être la grande perdante et que les mesures qui sont mises en place ne sont pas au niveau de l'enjeu actuel. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Dumont. Une petite réponse de Christophe Grudler. Oui, un mot très rapide, simplement pour dire effectivement que les problèmes de fusion sont bien réels, parce qu'en fait, elles s'appliquent sur des règles de la concurrence qui remontent à 1997. Il est prévu de les réformer dès cette année, si Madame Vestager peut aller au bout de ses projets. Elle a déjà commencé hier en annonçant qu'il y aura une surveillance des rachats d'entreprises étrangères dans l'Union européenne et une obligation de déclaration et de notification à la Commission pour justement vérifier tout ce qui peut être un peu une distorsion de la part d'autres continents. Et donc les nouvelles règles, elles vont s'appliquer sur le marché global, le marché mondial. Parce que jusqu'à maintenant, c'était la concurrence à l'intérieur du marché européen. Et maintenant, les nouvelles règles, c'est comment on peut avoir des grands champions européens capables de jouer dans la compétition mondiale. Et sur le deuxième aspect, sur les fuites de carbone que vous évoquez, il n'y aura pas de fuite de carbone. Parce qu'en fait, il y a le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, que d'autres appellent la taxe carbone, mais bon, ça fait peur, on appelle ça mécanisme. Et ce mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, il va justement établir une compétition équitable. Et si les entreprises européennes, par exemple, étaient tentées d'aller au Brésil produire parce qu'elles pourraient polluer facile, elles ne pourraient plus revenir sur le marché européen parce qu'il y aurait la barrière avec une surtaxe, parce que l'empreinte carbone de ces produits serait trop forte. Donc ça permet en fait d'avoir ce qu'on appelle un level playing field, un niveau équitable de compétition avec les mêmes règles pour tous, notamment les règles vertes qui s'appliqueront à tout le monde pour accéder au marché européen. Merci Christophe Grudler. On va terminer avec un cabinet de droit des affaires nationales et internationales. C'est la société Valoris Avocats avec maître Luc Julien Saint-Amand. Si vous voulez bien prendre le micro. Oui, bonjour à tous. J'en profite juste avant de démarrer pour dire que un cabinet d'avocats peut aussi être considéré parfois comme une entreprise et qui a un rôle à l'international dans la mesure où 40% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Voilà, juste une petite précision. Ayant juste quelques minutes, je vous propose de réfléchir à deux mots, la communication et l'harmonisation, sachant qu'on parle de la présidence française de l'Union européenne en début 2022. La communication pour améliorer l'image de l'entreprise en France et en Europe, et pour améliorer l'image de l'Europe en Europe et dans le monde. L'harmonisation pour donner aux entreprises françaises et européennes des chances plus équitables dans le commerce international. Alors la communication, vous savez que l'image de l'entreprise en France a souvent été ternie, ça s'améliore ces dernières années, il y a des vrais efforts qui sont faits, mais il y a encore du travail. Et l'image de l'Europe, elle n'est pas excellente non plus. Si vous comparez avec nos concurrents américains ou chinois, où le patriotisme est une réalité, mais alors extrêmement répandue,
aux États-Unis, la majorité des Américains et en Chine, la quasi-totalité des Chinois sont convaincus que leur pays est le plus beau, le plus puissant et le meilleur dans le monde. Donc en Europe, on a du travail à faire pour vraiment améliorer l'image que l'on a tous. Et ça, pas seulement pour améliorer l'ambiance en général, mais à l'international, c'est très très important. Et avant, j'étais responsable d'Ernst & Young pour l'Est de la France. Et j'ai remarqué une chose que beaucoup d'entre vous ont dû remarquer quand vous travaillez, je pense à M. Nicolas, M. Defou, par exemple. Quand on est dirigeant d'une filiale étrangère en France ou en Europe, eh bien régulièrement, on doit justifier auprès de son siège que notre présence est nécessaire, que les investissements doivent être poursuivis et que l'on est dans la bonne voie. Et ça, c'est pas facile quand l'environnement est une forme de French bashing, etc. Donc, pour tout ça, il faut vraiment une campagne de communication pour la France en 2022, communication au niveau de l'Europe et de l'économie, pour mettre en avant, mais là je pense, M. Brugler, vous le faites tout à fait, pour mettre en avant tout ce que l'Europe fait de bien et tout ce pourquoi l'Europe est absolument indispensable pour qu'on puisse à l'avenir être plus compétitif. En ce qui concerne l'harmonisation, vous savez probablement, vous l'avez tous subi dans vos entreprises, qu'en France, nos entreprises sont extrêmement pénalisées au niveau de la fiscalité et des cotisations sociales. Un classement 2017 de l'OCDE sur 37 pays mettait la France en dernière position. Les choses s'améliorent. On a gagné 3 places. En 2019, on n'était plus que 34e. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Or, à l'international, eh bien, nos entreprises doivent traîner ce boulet qui ont pénalisé finalement le coût de production du fait de toutes ces charges. Les choses peuvent évoluer parce qu'on a une conjoncture très favorable en ce moment. La conjonction de 3 éléments. La nouvelle administration américaine de Joe Biden, les relations franco-allemandes avec le traité d'Aix-la-Chapelle et le Brexit, qui finalement, même si on peut regretter qu'il soit parti, ça fait un frein en moins dans l'intégration européenne. Et alors, l'administration de Joe Biden a proposé quelque chose auquel on peut se rattacher. C'est-à-dire, on parlait des GAFA, l'administration américaine, contrairement à Trump avant, met en avant le fait qu'effectivement, toutes les entreprises du numérique doivent payer l'impôt, pas seulement où elles se trouvent, mais là où elles réalisent des bénéfices. Donc il y a une vraie négociation qui est repartie. Je ne pense pas qu'elle soit utopique, parce que si on ne va pas dans cette direction, on va vers une concurrence débridée des États contre les autres qui vont agir unilatéralement et qui vont vraiment perturber le commerce mondial. Donc cette main tendue de Joe Biden me semble réaliste pour relancer vraiment les négociations pour que les entreprises du numérique payent l'impôt, et ça permettra aussi, enfin ce sera un des éléments qui permettra que des entreprises, des GAFA européens puissent aussi apparaître. Le deuxième point, c'est le taux d'impôt. Là encore, Biden a annoncé qu'il voulait un taux minimum dans le monde. Ça peut sembler utopique, mais il y a tel moyen de rétorsion par rapport à ceux qui ne suivraient pas que l'on peut y croire. Maintenant, est-ce que l'Europe va suivre? Parce que notre sujet, c'est comme la France, dans les 6 premiers mois de 2022. Est-ce que l'Europe va suivre? Vous savez peut-être qu'en matière fiscale, il nous faut l'unanimité pour aller de l'avant. Et là, jusqu'à maintenant, chacun tire un petit peu de son côté, avec des taux, on se fait une petite guéguerre fiscale au sein de l'Union européenne. Et c'est là où j'ai l'impression que le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle est un véritable outil pour créer cette dynamique, avec un fer de lance franco-allemand, mais en convainquant les autres que leur intérêt, c'est d'aller vers cette harmonisation, vers cette position commune européenne, pour que dans ce cadre d'une évolution fiscale qui ira considérablement à l'avantage de la France et de la plupart d'autres pays européens, eh bien pour qu'on avance ensemble. Et comme je disais, le fait qu'on ait le Brexit, on l'a vu avec l'emprunt européen aussi, je ne pense pas qu'on l'aurait eu avec sans Brexit, eh bien on a les moyens un petit peu d'aller de l'avant. Maintenant, c'est quelque chose de complexe, on ne va pas y arriver en 6 mois non plus. Donc la suggestion aussi, c'est que les autorités françaises se rapprochent dès maintenant de la Slovénie
pour engager les débats. Slovénie va assurer la présidence dans la deuxième partie de 2021 pour commencer à travailler ensemble, à mettre les débats sur la table et essayer d'avancer en ce sens. Voilà. Merci, maître. Alors, nous avons terminé le tour de table et je remercie tous les chefs d'entreprise d'avoir respecté l'impératif de concision. Nous avons reçu aussi des réactions des élus consulaires qui nous écoutaient en tant qu'auditeurs libres. Alors, je vous cite quelqu'un qui, là, n'est pas content de la procédure des démarches avec l'Union européenne. C'est la société Steritech qui dit « L'Europe est un beau marché, mais son mode de fonctionnement et sa lourdeur administrative bloquent tout, sans parler de la couche supplémentaire ajoutée par notre propre administration. » Bon, on en a parlé, mais il dit ceci, il est très clair. « En conséquence, nous fuyons les programmes européens, déposer des dossiers en remplissant des cases avec un nombre de caractères limité, en dit très long sur l'état d'esprit. » Et il ajoute un peu méchamment, mais je le cite aussi, ça fait aussi partie de mon rôle, sur ceux qui gèrent l'Europe font de très longs discours. Voilà. Alors, c'est un peu une transition un peu polémique, mais c'est aussi une façon peut-être maintenant de donner... vous vouliez aussi intervenir Juste un mot, puisque je suis président consulaire des Ardennes, pour dire que, très intéressé par le débat qui vient d'avoir lieu, on montre bien par là que beaucoup de chefs d'entreprise croient que dans la compétition mondiale, l'Europe a un rôle important à jouer. Simplement, en effet, il faut qu'elle prenne ses décisions et qu'elle arrive à accélérer les procédures pour être plus efficace. On a parlé également d'aménagement du territoire. On le fait en France, on le fait dans le Grand Est. C'est sûr qu'il faudra le faire en Europe pour que le développement de l'Europe soit équilibré. Mais dans la compétition mondiale, moi, je pense que l'Europe a vraiment le rôle principal à jouer. Et si elle n'arrive pas à le faire, on sera très vite face aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, à la Russie, au Brésil, dégradé. Donc je compte sur tous ceux qui s'occupent de l'Europe pour la faire avancer. Merci. Alors, on arrive donc à la dernière partie de cette très intéressante réunion. On va déborder un tout petit peu. Je donne 5 minutes à chacun des 2 députés. Est-ce que ça vous suffit pour faire la conclusion? Qui veut commencer? Alors, allez, je décide, Madame Sander. Bon, écoutez-moi, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, on demande une Europe à côté des entreprises. On ne fait pas l'Europe pour faire l'Europe. On est là pour être plus forts ensemble et vous êtes tous profondément européens et franchement, je m'en réjouis. Alors, on parle des normes souvent en Europe, mais j'ai entendu quand même des prises de parole en disant on veut les mêmes règles partout en Europe, parfois même des normes européennes, parce que c'est plus facile pour être présent sur le marché européen, là où le grand public tape plutôt sur les normes européennes. Et j'essaie parfois d'expliquer ça aux gens, que c'est important pour ces entreprises. Alors, on est tous engagés pour une Europe plus forte, une Europe qui protège et qui apporte cette valeur ajoutée. Vous le savez comme moi, pendant longtemps au niveau européen, l'industrie, on pensait pouvoir se passer d'industrie parce qu'on expliquait qu'on va être une Europe des services. C'était le paradigme des connaissances et l'industrie qui pollue, qui fait du bruit, on va la laisser à d'autres parties du monde. Et je crois que ça, il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui pour revenir là-dessus et pour dire il faut encourager notre industrie. On a besoin parce que l'industrie, ce sont des emplois, c'est de l'emploi dans nos territoires. Et je dirais ça, on s'en est rendu compte avant la crise déjà. Mais c'est vrai que la crise, la pandémie, a renforcé ce sentiment avec un autre enjeu, c'est l'enjeu de l'autonomie stratégique, de la sécurité, des approvisionnements. Et donc, c'est un mouvement qui est bien engagé. En mars de l'année dernière, donc juste avant le début de la pandémie, l'Union européenne s'était déjà engagée dans une stratégie industrielle globale qui avait été annoncée par la Commission et qui va se décliner en différentes politiques. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais je voudrais quand même vous citer les principales. Dans cette stratégie,
toujours deux angles d'attaque qui font partie des priorités européennes. C'est évidemment la transition numérique, mais c'est aussi la transition environnementale. Et donc, dans ce cadre-là, différentes actions vont être conduites. Revoir notre plan pour la propriété intellectuelle, revoir aussi les règles de concurrence au niveau européen. Vous l'avez signalé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, et puis Christophe l'a dit aussi, notre politique de concurrence, elle est plus adaptée. Pas de possibilité pour un champion européen d'émerger, parce que dès qu'il y en a un qui sort un peu du lot, on tape dessus et on coupe, on saucissonne, on coupe. Donc ça, c'est un vrai sujet. Voir aussi mettre en place un plan d'action sur les matières premières critiques, sur les produits pharmaceutiques, une nouvelle stratégie pour les petites et les moyennes entreprises qui ont eu l'occasion de s'exprimer aujourd'hui. 99% de l'emploi aujourd'hui sont des petites entreprises en Europe, des petites entreprises qui parfois vont sur le marché européen, parfois non, parce qu'elles ne sont pas calibrées, parce qu'elles ont des marchés locaux ou nationaux, mais finalement, toutes les entreprises sont soumises aux mêmes règles sur le marché commun. Et ça, c'est quand même une difficulté. Donc, il faudrait pouvoir adapter pour avoir peut-être des règles différenciées pour certaines petites entreprises. Et puis un sujet sur la charge réglementaire, sur l'accès au financement, c'est un vrai sujet. On est aussi en train de mettre en place au niveau européen donc des financements verts, mais pas seulement des financements publics. L'idée, c'est d'orienter les financements privés aussi vers des financements verts, puisqu'on veut aller vers cette transition environnementale, eh bien, il faut accompagner les différents acteurs et une possibilité, c'est d'orienter les financements, notamment avec la taxonomie verte qui est en train d'être décidée au niveau européen. La France n'est pas tout à fait satisfaite parce que notre énergie nucléaire n'est pas reconnue, et ça, il faut vraiment le regretter, mais enfin, des choses intéressantes vont pouvoir être faites. Et puis peut-être signaler aussi, bon, vous avez évoqué on a évoqué beaucoup de sujets, la recherche-développement, l'harmonisation fiscale, c'est un vrai sujet, mais vous l'avez dit, monsieur, c'est pas une unanimité, c'est pas le Parlement européen qui décide pour l'harmonisation fiscale, c'est vraiment les États membres qui doivent se mettre d'accord. Et là, je voudrais insister sur la difficulté. On a deux difficultés au niveau européen. On a la nécessité d'avoir une concurrence loyale vis-à-vis du reste du monde, et on a la nécessité d'avoir une concurrence loyale au sein même de l'Union européenne. Et c'est là où ça pêche. Et sur la politique de fiscalité, c'est un très bel exemple, et c'est ce qui explique aussi, parce que certains États membres tirent leur avantage d'une compétitivité fiscale, sociale, et c'est toute la difficulté d'avancer sur ces sujets-là. Le social aussi, le coût de la main-d'œuvre, qui est, vous prenez un salaire minimum, la Bulgarie, un salaire net minimum en Bulgarie qui doit être, je ne sais pas, aux alentours de 300 €, 1900 au Luxembourg, enfin, c'est le grand écart. Et on ne peut pas dire il suffit de mettre en place un salaire minimum européen, ça ne va pas régler la situation. Donc, ces sujets-là prennent du temps, mais finalement, à travers le temps, on avance, on va vers plus de convergence, mais il faut du temps. Et puis, il faut des règles équitables au niveau international. Et c'est là où l'Europe a tout son sens, c'est-à-dire peser face au reste du monde et faire en sorte que nos standards environnementaux, sociaux, sanitaires soient respectés par les produits qui rentrent au sein de l'Union européenne. Donc, il faut revoir là aussi notre politique commerciale avec les autres États membres en dehors de l'Union européenne. Quand on signe un accord avec le Mercosur, par exemple, il faut s'assurer de faire en sorte que nos standards soient respectés. Alors, c'est une chose de l'écrire, mais c'est une autre chose encore de le faire respecter. Et là, on attend de l'Europe qu'elle soit forte et qu'elle soit engagée. Voilà ce que je voulais dire. Beaucoup d'autres choses. Peut-être encore juste un mot de conclusion, Madame Sandel, oui. Et après je vais donner la parole à Christophe. Alors, je conclus pour vous dire
beaucoup de thèmes ont été évoqués, il y en aurait d'autres encore, mais il faut que sur ces sujets-là, on ait vraiment une approche qui soit globale, qui soit horizontale. Et bon, voilà, on avance au niveau européen. Malgré tout ce qu'on peut critiquer à l'Europe, eh bien moi, je reste convaincue que sans l'Europe, on ne pourrait pas aller aussi loin et vos entreprises qui sont sur des marchés européens ou internationaux en sont de bons exemples. Donc, comptez sur notre engagement à vos côtés. Merci d'avoir apporté ces éclairages parce que c'est aussi ce qui nourrit notre travail au quotidien. Merci. La parole à Christophe Grudler. Merci. Je voulais vous dire peut-être une conclusion un peu générique et rapide, peut-être pour qu'on reste un peu dans les timings. Vous dire que moi j'étais venu aujourd'hui avant tout pour écouter vos entreprises, vos ressortissants, Monsieur le Président de la Chambre régionale, Messieurs les présidents, et j'ai pas été déçu. Parce que j'ai vraiment vu que vos entrepreneurs sont très impliqués et ont pas mal d'expertise et de vision sur l'Europe, et ça nourrit un peu aussi notre réflexion que nous devons avoir au niveau européen. Parce qu'en fait, on n'a jamais fait autant pour les entreprises au niveau européen, mais ça n'a jamais été autant menacé aussi. Et c'est vrai que quand on vient faire la promotion de l'Europe, dans le cadre notamment d'une semaine comme la semaine des CCI, il faut bien voir qu'il y a aussi des luttes d'influence au sein de l'Europe et que, voilà, il faut peut-être aussi nous aider, tous parlementaires de tout groupe politique confondu, parce qu'on défend aussi une certaine vision de l'entreprise, une certaine vision aussi de la France à l'échelle de l'Europe, et c'est parfois menacé. Alors moi, je suis moi-même entrepreneur, hein, c'est mon métier d'origine, et donc quand je veux défendre l'entreprise, il y a des forces aussi à l'intérieur de la Commission européenne, à l'intérieur de l'Union en général, qui peuvent être un petit peu contraires. On a la chance d'avoir un commissaire européen qui s'appelle Thierry Breton, qui sait ce que c'est, hein, le business. Hein. Il était patron quand même de grands groupes, notamment dans le numérique. Eh bien, il ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens au sein de la Commission qui pensent que non, ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. On défend l'intégration du marché commun, ça va. Mais quand on parle d'autonomie stratégique pour refaire des chaînes de valeur dans l'Union européenne, bah, certains disent « Ah, entrave au marché commun ». Quand on parle de PIEC, quand on parle d'alliance européenne, il y a toute une frange, en fait, peut-être pas forcément de pays, mais d'individus, on va dire, qui disent non, non, ça, c'est pas possible. Le marché commun, c'est pas les subventions des États. Vous faites ça pour les pays développés comme la France, l'Allemagne, qui ont les moyens d'aller mettre des subventions d'État. Nous, dans nos petits pays, on n'a pas les moyens, donc on n'en veut pas. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un modèle qui est souvent un peu menacé. Je citerai encore les 14 écosystèmes industriels qu'on a mis en place avec Thierry Breton au moment de son plan de relance. Eh bien, les 14 écosystèmes, il y a toute une frange des institutions européennes qui n'en veulent pas. Donc, je dirais que le message peut-être que je pourrais passer aussi aux entreprises, c'est celui-là. C'est aidez-nous. Je veux dire, on est pas mal de gens qui voulons porter ce message de l'économie au niveau européen, qui voulons convaincre un maximum de collègues de faire des efforts là-dedans, mais il faut vraiment qu'on ait ces échanges et cette solidarité entre nous qui va nous permettre de faire avancer les dossiers. C'est valable aussi pour la relance, hein, qui est verte, qui est numérique, qui est plutôt équilibrée, mais il y a aussi des enjeux. Je peux vous citer par exemple l'alliance des clouds, l'alliance européenne des clouds. Je vais vous dire quelque chose qui est un peu confidentiel, mais tant pis. L'Alliance européenne des clouds, c'est une superbe idée. Il nous faut des clouds souverains européens, il faut tout ça. Bon, ben aujourd'hui, certains au niveau de l'Union européenne proposent de mettre Google et Microsoft dans l'Alliance européenne des clouds. Ben, autant rien faire. Donc là, il y a un combat qui se mène, et à chacun, alors je vais prendre un gros mot bruxellois, à chacun de faire du lobby. Et moi, en tant que député européen, je fais du lobby. C'est-à-dire que je crois à un certain nombre de choses. Je me suis fait mon propre jugement en écoutant les uns les autres et je me bagarre pour que ces idées avancent et gagnent au niveau européen. Donc, ce n'est pas un gros mot le lobby, hein. Il faut pouvoir être capable d'y arriver. Donc, je ne serai pas plus long. Peut-être juste un petit mot sur la fiscalité, vous dire que l'Europe fiscale, elle est en train de se faire. C'est le plan de relance et son mode de financement. À partir du moment où vous dites qu'il y a des ressources propres européennes, c'est déjà l'Europe qui lève un peu de fiscalité. Et c'est pour ça que certains pays étaient opposés, parce qu'ils se sont dit, oh là, on va bientôt perdre notre levier fiscal, donc ça ne va pas être bon. Donc, on a tous les atouts pour réussir l'entreprise au niveau européen. Il faut juste qu'on soit aussi... Alors, j'étais attentif à ce qu'a dit monsieur le patron de Steritech là, sur les lourdeurs administratives. Alors, c'est pas propre à l'Europe, hein. En France aussi, ça existe un petit peu des fois. Eh bien, moi je donnerais... J'aime bien voir toujours le verre plutôt
à moitié plein qu'à moitié vide. Et je voudrais vous donner en conclusion une citation d'un ingénieur très connu, qui s'appelle Étienne Eumichen, qui est le créateur de l'hélicoptère. Il a inventé l'hélicoptère, pas loin d'ici, à Montbéliard. Et donc, en inventant l'hélicoptère, il a eu cette phrase merveilleuse. Il disait « Scientifiquement, le bourdon est trop lourd pour voler. Mais le bourdon préfère l'ignorer et il vole. » Et ça vaut pour nous aussi. C'est-à-dire que, OK, il y a des lourdeurs. On oublie les lourdeurs. Et ensemble, on va pouvoir faire voler l'industrie européenne. Merci beaucoup de cette belle conclusion qui nous attire notre attention sur le côté stratégique aussi des décisions à prendre. Je m'excuse auprès des chefs d'entreprise qui étaient notamment en visio loin de Strasbourg et qui auraient voulu reprendre la parole, mais en tant que maître, non pas des horloges, mais de l'horloge, j'ai été un peu directif, ils voudront bien me le pardonner. Et pour finir, le mot de conclusion du président Simflin, s'il vous plaît. Alors un mot très rapide, 2 mots en fait. J'ai toujours été surpris de la marche de projet dans mes entreprises notamment, et la chose que j'ai recherchée avant tout, c'est l'identification des gens qui travaillent chez moi, que ce soit à Montréal, j'ai de la chance de travailler à Montréal, et de travailler en France avec mon fils. L'identification à mes projets. Je crois qu'en interne, aujourd'hui en Europe, nous devons travailler cette identification, que ce soit les gens eux-mêmes ou que ce soit les entreprises, cette vraie identification à notre projet qui s'appelle l'Europe. Et pour les aider, je crois que c'est vraiment une des meilleures solutions. Ensuite, je vais vous dire ce qu'on raconte un peu sur nous, comment est-ce qu'on nous voit, du côté Montréal, parce que c'est ce que je connais le mieux. On dit, les méchants disent, tant qu'ils ne sont pas complètement unis, on ne risque pas grand-chose. Ça veut dire qu'ils s'attendent qu'un jour on soit unis. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on peut nous souhaiter de pire, c'est demain qu'on soit vraiment unis et qu'on s'identifie à des vrais projets, à un projet qui s'appelle l'Europe, tout le monde ensemble, face à eux, mais aussi la Chine et tout le reste ensemble. Voilà, je crois que ça, moi, c'est ce que je peux vous apporter et c'est ce sentiment-là qui me porte, moi, à adhérer vraiment à ce que l'Europe deviendra demain une vraie puissance. Merci beaucoup. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'être venus ici à Strasbourg encore une fois. Je remercie naturellement les présidents de CCI, on en a parlé souvent. Aujourd'hui, vous me permettez de faire une petite parenthèse là-dessus. Les CCI sont en ordre de marche aujourd'hui. Les CCI sont performantes, plus que jamais, je dirais. Les CCI ont appris par le Covid. C'est aussi quelque chose qui nous a servi. Et les chambres de commerce sont là. L'Europe est là. Nous travaillons avec Patrick Brière fortement sur ce que nos projets européens avec Eurochambre. Nous avons des commissions conjointes. Je suis particulièrement content d'être le coprésident de la commission PME Europe d'Eurochambre avec notre ami Wolfgang Kränke. Et je terminerai là-dessus. Kränke me dit un jour, il me dit, tu sais, je vais te dire un truc. On me dit toujours c'est la France et l'Allemagne qui doivent faire l'Europe, les locomotives. Alors je dis oui, bien sûr. Il me dit alors mets un peu plus de personnel de chez toi aussi avec nous pour faire l'Europe et ça ira très bien. Effectivement, eux sont très nombreux. Nous, on est un peu moins, mais on est hyper performants. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée encore et merci d'être venus ici à Strasbourg. Au revoir.